Bonsoir. OK, on est revenu. Bienvenue au Centre de l'Universalité pour une rencontre avec Daniel Kem. Pour ceux qui ne connaissent pas peut-être Daniel ou qui l'auraient pris pour la dernière fois au radio, c'est quand même un bonhomme qui va peut-être vous surprendre dans le sens que le langage est peut-être pas un langage connu. C'est pas un gars qui lit pour nous dire ce qu'il nous livre ici. Alors, des fois, si le premier soir, vous avez de la difficulté au niveau du vocabulaire, inquiétez-vous pas, peut-être deux, trois conférences et vous allez toutes vous rejoindre dans le même vocabulaire. Alors, je fais juste une petite remarque. Bon, la semaine prochaine, sa prochaine conférence, ça va porter comme titre « À la recherche de son esprit ». Alors, une autre conférence dans le même style. La semaine dernière, on a eu aussi le symposium et c'est Vera Coder qui a gagné le voyage de voile. Alors, ceux qui sont intéressés, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, le mois prochain, il y a un autre séminaire où il y aura le même privilège. Alors, sans plus tarder, on accueille Daniel Kemp. OK, bonsoir Daniel. Et ce soir, la conférence, Si je devais. on a une demi-lumière ce soir. Oui, mais je pourrais compenser. Compenser. Bon, enfin. C'est vrai qu'ils veulent pas, enfin, on penserait pas. OK. Je suis pas inquiet de ce côté-là. L'autre côté, c'est... Je te fais remarquer que c'est sur ton bar que ça marche. La sente à venir, ça. J'ai amené le sujet, il faut que je paye la note. C'est ça. À ce soir, c'est fatigue, ennemi mortel. C'est peut-être que la mienne est plus fatiguée que la sienne. De toute façon, la fatigue, je pense qu'il y a toutes sortes de fatigues. Il y a des fatigues qui sont... Il y en a qui ont de la misère à se lever le matin. Il y en a qui ont de la misère de se remettre dans leur fin de semaine. Il y en a qui ont mal au dos parce qu'ils sont fatigués. Bon, en fait, il y en a autant qu'on veut. Et il y a autant aussi de moyens. Je veux dire, vous regardez au niveau de la fatigue physique, les gens vont courir après des cures au niveau du pollen d'abeille. Il y a un paquet d'affaires pour essayer de se remettre sur le piton, comme on dit. Mais si on remarque que la fatigue, avant, ça a été, disons, un indicateur que l'homme devait se reposer. Mais avec la société industrielle, c'est devenu un ennemi mortel. Qu'est-ce qui s'est passé, Daniel, pour que la fatigue devienne aussi noire? Bon, commençant en riant. La fatigue. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme devienne fatigué au point d'être fatigué? Pour que la femme soit fatiguée au point de ne plus vouloir d'enfants. Parce que même la jeunesse est fatiguée. La société est fatiguée. Et on espère que celui-ci ne se fatiguera pas parce qu'on n'a pas de lampe de rechange. Bon. Premièrement, il faut comprendre ce qu'est la fatigue. On a une fatigue physique, une fatigue biologique qui est due à une accumulation d'acide lactique, par exemple, à l'intérieur des cellules musculaires. Acide qui va être éliminé par le sang lorsque les muscles sont au repos. Cela veut dire que lorsqu'une personne fait un travail musculaire, et ce n'est pas de cette fatigue que l'on va parler ce soir, lorsqu'elle fait un travail musculaire, elle brûle de l'énergie, et cette énergie doit être brûlée. Donc elle va brûler des substances, du glucose, des sucres chez elle, et cela doit être brûlé en présence d'oxygène pour créer de l'énergie, énergie qui fera bouger les muscles, qui fera en sorte que la personne pourra s'animer. Lorsque la personne bouge trop, ou lorsque la personne respire mal, ou lorsque la personne fume, ou lorsque la personne est dans un milieu pollué par la respiration de d'autres personnes, ou pollué simplement par la cigarette ou l'air extérieur, lorsqu'on fait un travail musculaire, il vient à un moment donné où les muscles manquent d'oxygène, où le sang transporte d'une façon insuffisante la quantité d'oxygène nécessaire aux muscles. Alors, la transformation de ce sucre en énergie va se faire d'une façon anaérobique, c'est-à-dire sans oxygène, ce qui va créer de l'acide lactique, c'est ce qui peut donner une impression de fatigue corporelle. Lorsque la personne se couche, lorsque la personne se relaxe, lorsque la personne dort, le sang va continuer à circuler, éliminant cet acide lactique pour redonner un corps prédispo à la personne. Tout le temps, depuis l'Antiquité jusqu'aux années 1800, début 1900,
c'était presque le seul processus de fatigue connu par l'être humain. Alors, dans un repos, dans une cure de repos, dans un voyage, dans des vacances, il arrivait à récupérer un corps relativement jeune. Aujourd'hui, on ne connaît presque pas suffisamment cette fatigue biologique. Par contre, on connaît un autre genre de fatigue, qui est une fatigue qui ressemble, il y a des caps, à la fatigue que ce crayon subit. Au niveau de l'ingénierie, on appelle cela un stress. Et lorsque le stress est suffisamment puissant, ça brise. Et ça, c'est la fatigue. Ce crayon de François, ça, je vais lui laisser. Il revient la semaine prochaine. Lorsque le corps physique subit ce genre de fatigue, lorsqu'il est stressé au point de rupture, la personne veut se reposer. Si la personne n'arrive pas à se reposer, on me fait des simagrées. Ça va bien ce soir. La lumière est arrivée. Ah bon, ben là, alors allez en track, on pourra éclairer notre ami. Je ne sais pas si le technicien sait, mais s'il la touche avec ses doigts, elle va brûler du Mac, va l'allumer. Hein? Je lui dis... Or donc, ce stress, qu'est-ce qu'il peut causer chez l'homme? Qu'est-ce qui peut le causer et qu'est-ce qu'il peut causer? Et c'est de cette fatigue, surtout, qui habite l'homme, c'est cette fatigue qui tue l'homme. Parce que la fatigue physique, vous savez que vous pouvez travailler une semaine de temps sans repos. Et lorsque vous allez tomber, vous n'en mourrez pas. Vous allez dormir pendant quelques jours. Mais le stress fait que l'homme n'arrive même pas à bien dormir. Le stress fait que l'homme n'arrive plus à relaxer. Il n'arrive plus à vivre. Et le stress opère autre chose. Lorsqu'une personne est fatiguée physiquement, elle échappe. Lorsqu'une personne est fatiguée nerveusement, elle devient malade. Aujourd'hui, l'humanité connaît un stress et connaît une fatigue générée par le stress. Mais en 1986, l'humanité industrialisée va connaître un autre genre de fatigue. La fatigue qu'il va connaître peut porter le nom d'épuisement. L'homme est continuellement à la recherche de son esprit. Et cette recherche, lorsqu'elle tend à aboutir, amène l'homme biologique, amène l'homme psychologique à être épuisé. Il n'a plus d'énergie pour entreprendre quoi que ce soit. Il n'a souvent même plus d'énergie pour pouvoir vivre. L'épuisement, c'est un sujet sur lequel on va revenir la semaine prochaine. Donc, on va aborder surtout le mécanisme de la fatigue causée par le stress. On va essayer de voir les mécanismes qui la causent. On va dire c'est parce que le patron nous stresse, c'est parce que la conduite automobile nous stresse. Ce sont des causes microscopiques. Pourquoi la conduite automobile vous stresse-t-elle? C'est là qu'on va trouver la cause. Et on va essayer d'entrevoir des mécanismes écologiques pour que l'humanité ou pour que l'humain puisse tenter de se libérer de ce genre de fatigue. La différence donc avec l'Antiquité, c'est le mode de vie. C'est le mode de vie complet. Alors qu'est-ce que le mode de vie complet? C'est la façon dont on s'habille, c'est la façon dont on se lave, c'est la façon dont on mange, c'est la façon dont on respire, c'est la façon dont on boit, c'est la façon dont on communique. C'est la façon dont on marche, c'est la façon dont on se tient assis, c'est la façon dont notre psychologie se sert pour s'exprimer. On peut faire une expérience amusante. Elle peut enrichir ceux qui vont la faire convenablement, puis elle peut être banale aux autres. Présentement, vous êtes assis. Savez-vous combien de muscles inutiles sont contractés pour vous donner l'impression d'être assis? Savez-vous combien de muscles inutiles sont contractés exclusivement pour exprimer la psychologie qui vous habite?
On peut adopter une position physique dans un cadre écologique diplomatique dans le but d'émettre une onde de forme particulière. Le soldat se tient au garde à vous pour émettre une énergie particulière. Le playboy va marcher d'une façon nonchalante pour émettre une énergie particulière. Ça, c'est l'énergie émise par l'onde de forme. Une onde de forme, c'est tout ce qui est réfléchi au niveau lumière par un objet, selon sa forme. Et cela opère dans la psychologie de l'être humain une perturbation qui peut être acceptée comme étant bénéfique ou acceptée comme étant maléfique. Une personne réagissant à l'onde de forme trouve des choses belles et trouve des choses laides. Elle trouve des choses épeurantes et des choses accueillantes. Et c'est pourquoi le décor d'une maison, l'onde de forme d'une maison, d'une pièce, d'une chambre, d'un salon est important pour l'homme et pour la femme. Présentement, vous essayez de découvrir chez vous le nombre de muscles inutiles qui sont contractés. Alors, vous allez voir des épaules tomber. Vous allez voir à un moment donné une jambe qui se déplace. Vous allez finir par adopter une position. Vos fessiers, pour la majorité, sont contractés alors qu'ils ne servent plus à rien. Alors, je pourrais vous en énumérer des muscles qui sont présentement contractés pour rien. Des muscles faciaux, des muscles peautiers, des muscles de mouvement, donc des muscles de bras, de jambes. Plusieurs muscles sont présentement contractés pour rien. Lorsqu'une personne conduit une automobile, vous pouvez observer, moi j'ai observé de temps en temps, je m'amusais souvent à cela lorsque j'étais ambulancier. Alors on a des personnes qui conduisent le nez collé sur le pare-brise. Mais le dossier ne sert plus à rien. Lorsqu'ils arrivent, ils sont fatigués de la conduite automobile, mais c'est tout à fait normal. On a des personnes qui sont toutes écrasées, qui ont de la misère à voir. On a des personnes qui sont trop hautes, qui se tapent la tête sur leur plafond régulièrement. Un de mes amis me faisait remarquer d'ailleurs qu'une personne sur deux se fouille dans le nez ses feux rouges. Mais ça, c'est un autre... vous pourrez observer, vous allez voir. Pourquoi? Pour se décontracter. Ça paraît ridicule. Non, regardez-vous pas tous. Mais l'homme, présentement, l'être humain est stressé. Cela va de soi. Je pourrais crier ce soir et j'en ferai grimper plusieurs. Je pourrais crier encore plus fort et en faire grimper d'autres. On pourrait prendre de l'eau, la lancer et essayer de la récupérer et manquer son coup. Vous voyez, ça l'a déjà fait réagir les personnes. Parce que certains sont stressés. Parce que des choses, apparemment, ne se font pas. Il y a plusieurs mécanismes qui font que l'homme est stressé. Mais pourquoi êtes-vous stressable? C'est la question. Lorsque l'on comprend pourquoi on est stressable, on peut commencer à envisager un changement dans la perception que nous avons de l'extérieur, un changement dans sa vie. Ce soir, ce sera sans doute une conférence relativement terre à terre. Conférence qui ne vous amènera pas dans les nuées de l'évolution, mais qui peut peut-être, si les personnes veulent s'en donner la peine, occasionner des changements chez eux. Je dis que 1986 est une année fatidique au niveau de la fatigue des sociétés et de l'épuisement des sociétaires. Pour plusieurs raisons énergétiques. Du fait que l'homme se rapproche de ce qu'il recherche au niveau psychologique, quelque chose de supérieur à sa psychologie, on l'appelle comme on veut, chose sur laquelle on va revenir la semaine prochaine dans la recherche de son esprit. 86, 87, 88. Mais on s'en fout, je ne veux pas faire de prédiction. Vous pourrez simplement observer autour de vous ce que ça va donner. Certains sont déjà fatigués depuis un grand bout de temps, mais plusieurs commencent à être épuisés. Et la fatigue excessive n'entraîne pas l'épuisement. Souvent en psychiatrie, en médecine, on va associer les deux. Elles sont différentes. Lorsqu'une personne est fatiguée, à un point tel qu'elle est fatiguée d'être fatiguée, elle veut s'en sortir. Voulant s'en sortir, elle recherche chez elle quelque chose qui pourra être suffisamment puissant. Et là, elle peut devenir épuisée. Une personne qui n'est pas fatiguée, qui chemine, qui se conscientise, peut soudainement devenir épuisée, sans être passée par l'étape de fatigue. Les deux ne sont pas reliés.
La conscientisation amène des métamorphoses chez l'homme, elle amène des mutations chez l'homme et la femme. La fatigue est une accumulation insensée d'expériences inutiles. Le stress. Un jour, on avait un caméraman ici. Maintenant, on n'en a plus parce que je le stressais. Pour expliquer la manipulation, que l'homme peut manipuler l'homme, alors je me lève et je m'en vais faire ma conférence dans le coin là-bas. Alors là, lui, il se lève, il prend la caméra, il la tourne toute, là, je m'en viens ici. Là, il recommence. Et puis là, je dis, voyons, on peut manipuler. Alors, pour me prouver qu'il n'était plus manipulable, il laisse sa caméra là, puis il se rassoit. Finissant le summum de manipulation. Il a été stressé parce qu'il a mis de l'importance dans le geste de bien filmer. C'est évident que si un caméraman est là, il est là pour bien filmer. Celui qui enregistre est là pour bien enregistrer. Lorsque vous vivez, vous êtes là pour bien vivre. Mais qu'est-ce que c'est bien vivre? Lorsque on a une image de caméra qui se promène comme ça, c'est parce que le gars voulait bien faire. Mais il voulait tellement bien faire qu'il était stressé. L'homme veut bien vivre. La femme veut bien vivre. À un point tel qu'elle est prête à se tuer à petit feu pour arriver à bien vivre l'humanité. Pourquoi êtes-vous stressable? Première raison, parce qu'on attache de l'importance à ce que l'on trouve important. Subtil. Mais c'est le début. Êtes-vous capable d'entrevoir le fait que pour l'humanité, il n'y a rien d'essentiel. Il n'y a aucun besoin réel, mais qu'il n'y a que des choses utiles. Êtes-vous capable? Lorsque vous allez voir qu'il n'y a que des choses utiles, vous allez cesser d'être stressé. Cela veut dire que j'ai besoin d'un verre d'eau pour boire parce que j'ai soif, et lorsque j'ai soif, j'ai besoin de l'eau. C'est faux. L'eau, c'est une utilité, c'est un outil, c'est utile. Lorsque j'ai besoin de l'eau, c'est que psychologiquement, j'attache de l'importance au fait de ne pas souffrir la soif. Alors j'ai besoin de l'eau, et j'aurai peur, et je serai stressé si j'en manque. Dernièrement, certains personnages sont venus et devant moi, ils ont fait une expérience. Ils ont placé un appareil dans de l'eau de ville et dans de l'eau de source. Pour essayer de nous prouver que dans cette eau, il y a des choses, des minéraux entre autres, qui sont dangereux pour l'homme. Mais à quel point l'eau doit-elle prendre une importance capitale pour l'évolution de l'homme? L'alimentation, c'est la même chose. Dans l'eau, ici, il y a des minéraux, c'est-à-dire qu'il y a des ions de minéraux. Il y a Fe+, mais il n'y a pas du fer. Lorsque l'homme boit l'eau, son organisme est capable de faire en sorte que certains ions s'assemblent pour créer un minéral qui pourra nuire ou aider l'homme. Mais avec l'appareil que j'ai vu, qui était un électrolyseur, on assemblait tous les ions de l'eau. Alors évidemment, on se ramassait avec une espèce de boue, très légère. Ce n'est pas ce qui se passe dans l'organisme de l'homme. Mais ça devient important que l'homme consomme une eau pure, que l'homme consomme un air pur. C'est évident que c'est important. Pourquoi est-ce important? C'est important que l'homme consomme une alimentation adaptée à lui, végétarien, carnivore ou omnivore, mais adaptée à lui. Le végétarisme, ce n'est pas bon pour tout le monde. Et le carnivorisme non plus. Adapté. Mais pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce important vos vacances? Au point de partir en tremblant et de revenir en criant. Pourquoi est-ce important votre travail? Pourquoi est-ce important tout ce qui est important pour vous?
pas parce que c'est important. On n'en sortira pas. Pourquoi est-ce important? Si on part avec l'idée, oui, mais là, en fin de compte, c'est vrai, mon auto, si je n'ai pas, je peux continuer à faire quoi? Qu'est-ce qui mobilise vos énergies à un point tel que vous en manquez suffisamment pour être stressable? Alors là, vous venez fatigué. Assez que le sommeil n'est plus réparateur. Le sommeil répare le corps, mais le reste, vous vous levez le matin puis vous êtes aussi fatigué. Ou vous êtes en pleine forme. Mais une demi-heure après, paf! Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui suce l'énergie vitale, l'énergie psychologique de l'homme? L'importance. L'homme attache de l'importance. Et pour qu'une chose soit importante, elle doit être énergisée par la psychologie de l'homme. Et l'énergie que l'homme place pour rendre une chose importante, c'est de l'énergie qu'il n'a plus pour lui. Vous avez peur parce que votre mari, votre femme ou votre enfant n'est pas arrivé à l'heure, vous placez de l'énergie là. Ça ne l'aide pas. Mais vous, vous en perdez. Vous vous stressez. Vous avez peur de perdre votre emploi, vous placez de l'énergie là. Et ça ne fait rien de plus, mais ça vous stresse. Vous avez peur régulièrement de plein de choses. De plein de choses. Pourquoi? Et est-ce qu'il y a quelque chose d'important pour vous? Il y en a un maudit paquet. Cosmiquement. Dans la réalité, y a-t-il quelque chose d'important? Est-ce que c'est important d'avoir une automobile? Ben oui, parce que je veux voyager. Est-ce que c'est important de voyager? Ben certainement, si je ne pourrais pas aller travailler, je ne pourrais pas aller voir, mais est-ce que c'est important de travailler? Est-ce que c'est important de visiter? Eh bien, si je ne travaille pas, je ne pourrai pas vivre. Si je ne visite pas, revenons à l'autre. Si je ne travaille pas, je ne pourrai pas vivre. Est-ce que c'est important de vivre? Toute l'importance qu'on attribue aux choses est par rapport à quelque chose qu'on ne perçoit pas ou qu'on perçoit vaguement. Si on fait un travail intellectuel comme je suis en train d'en faire un au niveau de cette importance-ci, ça, on arrive à la vie. Souvent. Mais c'est intellectuel. C'est important, la vie, pour vous. C'est comme la santé, la vie, c'est pas important pantoute. Quand vous allez être malade, là, la santé va être importante. Quand vous allez être votre lit de mort, là, la vie va être importante. Mais pour l'instant, ceux qui sont en santé se foutent royalement de la santé. Ils l'oublient carrément. Pensent pas à maladie, pensent pas à santé. Alors, tant qu'on est en vie, la vie. Mais tout le reste devient important parce que l'on vit, puis la vie, on l'oublie. Alors, à un moment donné, on attache de l'importance à des choses par rapport à une chose qui est importante. Le verre est important parce qu'il décore ma maison. Le verre est important parce que si j'ai des invités, je dois leur servir à boire et mes invités sont importants. Mais l'invité n'est plus important pour la vie, il est important pour le verre est important pour le liquide qu'il va contenir dedans, le liquide est important pour la soif de l'invité, et tout ça au complet est important pour qu'il pense qu'on est correct. Alors là, on attache des importances à des mécanismes qui, en fin de compte, ne sont même plus serviables. L'enfant qui mange avec ses mains, c'est important qu'il apprenne à manger convenablement. Pourquoi? Aucune raison. En regard de la vie, aucune raison. Qu'est-ce qui est important? Qu'il soit heureux et qu'il goûte convenablement ou encore qu'il nous plaise et qu'il mange avec des ustensiles? Ben, à un moment donné, on dit, oui, mais il va être heureux plus tard quand il va être accepté par la société parce que s'il va manger dans un party avec ses mains, tout le monde va rire de lui, sauf si tout le monde mange avec ses mains. Ça va de soi. Et quand il va aller dans un party, c'est avec du monde de son âge. Fait que si tout le monde laisse manger les enfants de 3 ans avec les mains, quand il va aller dans un party, ils vont se manger avec les mains. Alors, il sera pas malheureux. Mais on a de l'éducation. Est-ce que c'est important, l'éducation? Est-ce que c'est important, l'éducation? Ben oui, parce que plus tard, est-ce que c'est important plus tard? Là, il y en a qui commencent à regretter d'être venus. Bon. Mais si on a une raison intelligente d'être en vie, si on aurait une compréhension, même limitée, de notre présence sur la planète, rien ne serait important. Mais maudit qu'il y aurait des choses utiles pour nous permettre d'accomplir des choses.
Le menuisier a besoin d'un marteau. C'est un outil. Lorsqu'il n'a plus de marteau, il ne peut pas travailler. S'il attache trop d'importance à son travail, automatiquement, et c'est là le piège, il va attacher de l'importance à son marteau. Alors, il va être stressable. Stressable, donc manipulable. Je vais lui faire un coup de cochon, je pique son marteau. Mais combien de coups de cochon on peut vous faire? Vos enfants, ils vous en jouent souvent, hein? La majorité de l'éducation familiale finit par exprimer quoi? Il faut que les enfants apprennent à respecter l'importance que nous, on attribue au monde. Ils montent les 2 pieds sur le sofa, pif, paf, pof. Ils mangent pas tout, pif, paf, pof. Ils fouillent dans le gâteau avant, pif, paf, pof. Etc., etc., etc. Et c'est l'éducation. Et c'est l'éducation que vous avez aussi eue. Ce n'est pas grave, parce que l'homme fait toujours ce qu'il peut faire de mieux. Mais si on comprend qu'on peut faire mieux, on change. On ne regrette pas, on change. Parce que si on regrette, l'énergie du changement, on la place dans le regret, alors on ne change pas, on braille. Qu'est-ce qui est important? L'évolution, pour certains, c'est important. Pourquoi? Si on répond, mais parce que l'homme doit évoluer, ça m'arrange en crime. Pourquoi l'homme doit évoluer? Mais parce que, voyons. C'est quoi? Et à un moment donné, on s'interdit de se poser des questions parce que ce dans quoi on croit est important. Alors on ne veut pas l'abîmer. C'est ce qui fait que vous êtes stressable, donc manipulable. Pour ne pas vous donner du stress, vous allez vous mettre à 4 pattes devant la vie et vous allez faire les moindres caprices de la vie, dans l'espoir que celle-ci va récompenser celui qui s'agenouille. Mais la vie ne récompense pas celui qui s'agenouille, elle est à la recherche d'hommes et de femmes debout. Et elle les teste. Le gars qui réussit dans la vie, la femme qui réussit dans la vie, ce n'est pas ceux qui vont se mettre à 4 pattes pour ne pas être stressés. C'est ceux qui vont s'arranger. Mais comment s'arrange-t-on? Revenons sur le mécanisme, il n'y a rien d'important. La majorité d'entre vous sont sans doute contre cette action. Voyons, il y a des choses importantes. La vie, c'est important. Pourquoi? La vie, c'est utile lorsque l'on comprend à quoi elle sert. Mais la vie, c'est important lorsqu'on ne comprend pas, parce qu'on ne veut pas la perdre, sans avoir compris. Et au lieu de chercher, on essaie de la vivre. Mais de la vivre en luttant contre le mécanisme de la perte. Première lutte, l'oubli. On oublie la mort. On oublie la vie. Cela ne veut pas dire que chaque matin, on se lève, bon, là, je vis, oui, je vis, qu'est-ce que j'ai à faire dans ma vie? Fait que là, le temps que je pense à ça, je ne vais pas travailler, je suis bien. À un moment donné, j'ai plus de travail. Non. Non. Il y a des utilités. Commençons avec des choses qui peuvent être intelligencées, mentalisées, comprises par l'homme, par la femme. Je ne sais pas pourquoi je vis. Parfait. Allons-y étape par étape, parce que si on veut commencer à tout résoudre du premier coup, on n'arrivera pas. Je ne sais pas pourquoi je vis. Soit. Ou je crois savoir pourquoi je vis. Soit. Suis-je stressable? Oui. Donc, je ne sais pas pourquoi je vis. J'attache de l'importance à des choses qui ne peuvent pas être en relation réelle avec l'utilité de mon existence. Je ne sais pas pourquoi je vis, mais la vie est utile. J'ai un corps physique. C'est un travail que je ne peux pas tout faire ce soir pour vous. De toute façon, je ne travaille rarement pour les autres, sauf lorsqu'ils me payent. Je suis comme tout le monde, quoi. Vous allez travailler un peu, c'est ceux que ça intéresse. Quelle est la différence entre une chose utile et une chose importante? La différence, c'est que dans l'un des cas, vous ne serez pas stressable, donc pas fatigué. Dans l'autre des cas, vous serez stressable et fatigué.
La nourriture, c'est utile, ça permet à mon corps de rester vivant, ce qui me permet à moi de continuer à conserver une conscience matérielle, une conscience planétaire par laquelle je peux acquérir de l'expérience. Je mange, parce que c'est utile. Mais merde, si ça devient important, je vais engraisser. Je vais accumuler des stocks. Je vais avoir peur. C'est utile, la nourriture. Parce que vous n'avez plus, vous mourrez. Donc, c'est utile. Ici, c'est important. Lorsque vous en avez plus, vous mourrez pareil. Un peu plus vite. Consumé par votre énergie de stress. Vous savez, j'ai un bonhomme que j'ai connu. Enfin, ça peut paraître un peu, oui. Il s'appelait Alain. Et un jour, il a voulu prouver que l'homme pouvait vivre des mois de temps en mangeant presque rien et en buvant presque pas. Mais ce qui tuait l'homme était le stress, la peur. L'importance que l'homme attachait à la vie tuait l'homme. L'importance que l'homme attachait à la nourriture et à la boisson tuait l'homme. Alors un jour, il a pris un canot pneumatique tout à fait ordinaire et il a traversé l'Atlantique pour atterrir ou amérir à New York. Il est parti de France et il a traversé avec rien à bord. Il a traversé tout le long. Il est arrivé à New York avec un paquet d'ampoules, des échymoses un peu partout. Suite à son expérience, maintenant, les radeaux de sauvetage sont munis de planchers en bois. Et il a prouvé simplement que les marins, lorsqu'ils étaient en naufrage dans des canots de sauvetage, mouraient au bout de 2 ou 3 jours, une semaine au maximum, parce qu'ils étaient terrorisés. Parce qu'ils attachaient tellement d'importance à leur vie qu'ils en mouraient. Suite à l'expérience d'Alain Bombard, les marins vivent un peu plus longtemps, pour 2 raisons. La première, ils ont appris. Deuxièmement, on a de l'équipement dans les bateaux. Et troisièmement, on les rescape assez vite. Mais il n'y en a pas beaucoup, pareil, qui seraient capables de retraverser l'Atlantique dans un bateau similaire. En ne buvant que l'eau contenue dans les yeux de poisson, mélangée un peu avec l'eau de mer, en buvant une certaine dose d'eau de mer, sans trop en prendre parce que ça crée certains problèmes de folie, etc. L'utilité. Vous avez une maison, c'est utile, c'est pas important. Et si c'est utile, vous allez en bénéficier sans en être stressé. Ce sont des mots, mais ces mots contiennent énormément d'énergie. Observez tout ce qui dans votre vie est important et regardez donc si ce ne serait pas plutôt utile. Qu'est-ce que ça fait, la transmutation de l'utile en important? Ça fait qu'un jour, vous tombez sur un livre merveilleux qui transforme votre vie. Alors, vous le conservez avec vous des années durant. Et 50 ans après, vous recherchez encore la transformation dans votre livre, qui ne sert plus à rien depuis 50 ans. Il vous a à un moment donné donné un coup de pouce. Il fallait chercher une autre marche. Mais non, vous conservez votre livre. Et là, vous dites à tout le monde, lisez-le, ça va vous transformer. Comme si le menuisier allait avec un marteau voir le peintre et dit « Prends mon marteau, tu as travaillé mieux !» Alors il va voir un mécanicien « Prends mon marteau !» Il va voir un bijoutier « Prends mon marteau !» Un horloger « Prends mon marteau !» Un dentiste « Prends mon marteau !» Ça va travailler mieux, parce que moi, quand je m'en sers, ça marche. C'est ce qui se passe. Alors l'outil devient un leitmotiv de vie. L'outil devient important. Mais savez-vous que pour qu'une chose soit importante pour vous, vous devez prendre de l'énergie chez vous et l'énergiser, la chose. Ça vous épuise, ça vous rend stressable parce que c'est une énergie de votre psychologie qui décolle. Cela veut dire qu'à court terme, vous allez être en pénurie d'énergie pour énergiser l'importance de votre outil. Vous allez donc devoir demander de l'énergie chez autrui. Vous allez devoir convertir les autres pour qu'eux aussi croient important ce que vous croyez important, de façon à énergiser eux aussi ce que vous croyez important. Alors, vous allez convaincre le peintre qui peut peinturer mieux qu'un marteau. Le peintre accepte, il commence avec, c'est pas trop pire, les motons s'écrasent. Et puis là, le peintre peut en même temps planter les clous qui dépassent. Ah, puis là, il trouve ça génial.
alors là, vous êtes 2 à énergiser cette marche. C'est important. C'est plus un outil. Tous les outils ne servent plus à rien. Vive le marteau. On peut même s'en taper les autres quand ils ne veulent pas comprendre. Alors, ça devient un moyen de conversion terrible, génial. Alors, on va inventer l'enfer avec le marteau, pour parler du ciel. Mais ça devient important. Et si soudainement ce marteau devient un outil, alors on va dire, comme tous les outils, s'il devient utile. Une chose, elle est utile lorsqu'elle peut servir dans certaines situations. Mais toutes les choses ne servent que dans certaines situations. Mais on les considère comme importantes quand même, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire important? Ça veut dire que vous ne pourriez pas vivre sans cela. Ça veut dire que vous devriez souffrir énormément si on vous séparerait de ce qui est important pour vous. Alors que la vie enseigne depuis des millions d'années que les choses viennent et que les choses partent, et qu'une chose remplace toujours une chose. Mais l'homme ne s'adapte pas rapidement parce qu'il attache de l'importance. Ça fait que l'homme devient stressable, ça fait que la femme devient stressable, ça fait que l'enfant devient stressable. Je connais une personne, moi, qui se place toujours en état de stress parce qu'elle a l'impression d'être un adulte lorsqu'elle est stressée. Alors, elle a commencé à fumer pour pouvoir relaxer son stress. Tandis qu'une personne qui fume pour relaxer son stress énergise son stress. Il se donne une raison pour fumer. Alors, il sera stressé souvent pour pouvoir fumer souvent. Alors, elle prend sa cigarette, elle est là, elle allume tout ça. Elle sent mais mieux, comme un adulte. Faites juste observer. C'est un travail banal. Essayez de déterminer dans vos vies. C'est radical, ça fait un changement comme ça, mieux que tout ce que vous pourriez ramasser ailleurs, mieux que toutes les méditations possibles et imaginables. Vous vous asseyez convenablement, prenez un papier, prenez un crayon qui fonctionne, que personne ne prie pour expliquer quelque chose, et puis vous écrivez tout ce qui est important pour vous. Alors c'est simple, comment savoir si c'est important pour vous? Observez quelque chose chez vous. J'observe mon verre d'eau. Est-ce que je peux le briser? Si je peux pas le briser, c'est que c'est important. Ah ben oui, je peux le briser. Je le brise pas, c'est stupide. Verre d'eau utile. Et essayez de voir tout ce qui va rester dans l'importance chez vous. Il risque d'en avoir beaucoup. Et observez après d'où naît votre stress. Dans les outils ou dans les choses importantes. Et observez que plus vous avez vieilli, plus vous avez accumulé de choses importantes et plus vous avez été stressé. C'est simple. Un emploi, c'est utile. C'est pas important. J'ai changé d'emploi en masse de fois pour le savoir. Et j'en connais plein aussi qui ont changé. Mais une chose est importante. Si vous en voulez une. C'est la considération de l'utilité des choses. Bon, moi, je ne vais pas travailler parce que le travail, c'est pas important, puis utile, bon. Il y a le BS, il y a le chômage, il y a le vol, il y a le marché noir, fait que, non. L'homme, la femme doit être capable d'ajuster l'utilité. Mais pour ajuster l'utilité, elle doit savoir ce qu'elle a à faire comme vivant. C'est là le gros problème. Pourquoi l'homme est-il là? Pourquoi la femme est-il là? On l'a vu dans une conférence antérieure intitulée « Les mécanismes de la réflexion ». On l'a revu de temps en temps. On va le revoir un petit peu ce soir si on a des questions là-dessus lors de la deuxième partie. On y revient de toute façon régulièrement. Mais pourquoi l'homme est-il là? Est-ce que l'homme est sur la planète Terre pour évoluer? Mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire évoluer? Est-ce que l'homme est sur la planète Terre pour servir un Dieu? S'il faut servir un Dieu qui est heureux si on le sert, qui est malheureux si on ne le sert pas, qui est à se faire voir? Est-ce que l'homme est sur la planète Terre pour servir les autres? Ça devient insensé si ça s'arrête là. Parce que moi, je suis là pour servir Guy, Guy est là pour me servir. Si je me sers, il se sert, on est libre tous les deux.
Si je le sers, je lui donne ce que je pense qu'il veut. C'est pas nécessairement ce qu'il veut. Et s'il me sert, il me donne ce qu'il pense que je veux. Ce qui n'est pas nécessairement ce que je veux. Je ne dis pas non à toutes les réponses, mais il faut se les poser clairement à un moment donné. Pas pour rentrer dans une religion, pour mieux... Non, non, absolument pas. Mais ça nous stresse. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre pour que le stress diminue, pour que cette fatigue qui fait que je me lève un matin, je me sens pas plus en forme, je prends mon café pour me réveiller parce que je ne suis pas capable de m'énergiser moi-même. J'ai mes petites habitudes sans lesquelles je ne peux pas être correct. Journal, café, céréales, je sais pas quoi, flatter le minou, le chien, s'en aller, fermer la porte, revenir, embrasser sa femme, s'en retourner. Il y a des habitudes que l'homme et la femme ont besoin parce que sinon ils se sentent mal. Mais pourquoi l'homme est-il pris aujourd'hui à vivre manipulé de cette façon? Pourquoi ne peut-il pas se lever avec un sourire pendant jusqu'aux oreilles puis trouver le monde beau? Parce que il n'a pas l'énergie pour entrer en communion, en relation avec le monde. Je ne vous parle pas de Dieu. Celui qui rentre en communion avec Dieu, j'ai juste à me présenter de lui et cracher sur son Dieu pour en faire un monstre, le gars. Alors, il n'est pas mieux. Il n'est pas mieux que celui qui croit son automobile, que j'ai un qu'à taper dessus pour que le gars devienne un monstre. J'en ai vu des pacifiques dans ma vie, j'en ai vu dans bien des pays. Ils sont pacifiques, tant qu'on ne touche pas le pain. Puis ils sont plus pacifiques encore si on embarque avec eux autres. Alors, ils ne sont pas mieux organisés. Ce n'est pas question de divinité, de religion. À un moment donné, l'homme arrive à trouver réponse dans ces domaines. Mais est-ce que ça solutionne tous les problèmes immédiats? L'homme est fait pour s'ouvrir. Dans une autre vie, il sera heureux. Mais dans une autre vie, on peut être heureux. Mais on peut commencer tout de suite à se préparer. Si on apprend toute notre vie à souffrir, ça m'étonnerait bien gros qu'une fois mort ou une fois ailleurs, on apprenne à être heureux. Parce que présentement, il y a beaucoup de choses qui se permettent à l'homme et à la femme d'être heureux, et eux ne le voient pas. Alors, ils ne verront pas plus ailleurs. Le stress fatigue, au point que l'homme en est malade, pathologiquement, biologiquement, corporellement, parce que l'estomac devient fatigué, parce que le foie devient fatigué, parce que les reins deviennent fatigués. Alors on dit, minéraux dans l'eau, attention, danger. Prenez plus ceci, vos reins, vos foies, votre pancréas, et tout ça va mieux fonctionner. Voyons donc. Voyons donc. C'est pas l'eau qui rend nerveux. Sauf Saint-Jean. Mais c'est pas l'eau qui rend nerveux. C'est pas l'eau qui rend malade, c'est pas la nourriture qui rend malade. On a des végétariens qui ont fait ça, puis ils grimpent au plafond. Puis on a des carnivores qui ont fait ça, puis ils nous sautent d'en face. C'est pas ça. La personne qui veut commencer à changer son mode de vie, on peut élaborer longtemps sur la fatigue. Vous êtes stressable. Pourquoi? Si on découvre, non pas d'une façon philosophique, mais si on découvre d'une façon réelle pourquoi on est stressable, qu'est-ce qui vous fait stresser? Quand fumez-vous le plus? Quand dansez-vous le plus? Quand transpirez-vous le plus? À part dans les salles de conditionnement physique. Quand avez-vous des palpitations? Quand êtes-vous nerveux? Quand êtes-vous inquiet? Quand? Et ce quand va déterminer le pourquoi. Et ce pourquoi est-il nécessaire? Mon fils, ma fille, mon mari, ma femme n'est pas là. Ça fait déjà 8 heures de retard et elle ne m'a pas téléphoné. Est-ce que c'est important d'être stressé? Parce que votre mari, votre femme, votre enfant est important, vous êtes stressé. C'est complètement stupide. Vous pouvez jouer aux cartes, vous pouvez manger du chocolat, je pense. Mais pourquoi être là à téléphoner, puis à attendre le téléphone, puis à grimper de même des fois que le téléphone sonne? Parce qu'on attache de l'importance à la présence des autres. Parce que s'ils ne sont pas là, on va souffrir. Eh oui. Ou même si on dit que c'est pour eux autres, voyons donc, mon mari est dans un party avec sa secrétaire, on souffre pas pour lui. On souffre pour nous. Mes enfants sont en train de se droguer 5 mois de rue, puis ils ont du fun comme des bons. On souffre pas pour eux autres, on souffre pour nous autres. Même si on dit, ah oui, mais c'est pas correct, moi je suis marié avec, ou bien non, la drogue, ça va ci, ça va ça, mais on souffre pas pour les autres, on souffre pour nous autres. Sauf que ces personnages amènent dans notre vie quelque chose.
Et ça, c'est important, parce qu'on pense qu'on ne pourra pas vivre sans ça. Mais c'est faux, on arrive toujours à vivre sans ça, parce que tous ceux d'entre vous qui sont ici ont déjà vu l'expérience d'une mortalité, d'une disparition, d'un divorce, quelque chose comme ça. Ceux qui ne l'ont pas fait vont le faire un jour. Et on peut très bien vivre sans ça. Tant que c'est important, on ne peut pas. Pouf, c'est pas important, puis là, on peut. Là, on peut en parler de notre ancien mari qui est mort, ou de notre femme qui est morte, ou de notre fils ou fille qui est mort. On en parle. On les aime. Encore. Mais on ne pleure plus. On ne souffre plus. Puis on les aime encore. Preuve que ce n'est pas nécessaire de brailler pour dire qu'on aime. Mais l'homme, la femme, trouvent qu'ils pleurent pour dire qu'ils aiment. En réalité, ils pleurent parce que c'est important, ça crée quelque chose chez eux. C'est pas l'amour ne fait pas mal. C'est l'égoïsme. Bon, mais c'est ça. Alors, à un moment donné, je rencontre un de mes amis qui me parle de son frère qui est mort écrabouillé par une grosse pelle mécanique. À un moment donné. Ah oui, mon frère est extraordinaire. Je l'ai connu. Oui, c'est vrai qu'il est extraordinaire. Je sais pas qu'est-ce qu'il ferait encore, hein, s'il vivrait. Puis si je lui demande, oui, mais tu l'aimes-tu encore? Ah ben oui. J'ai un maudit bon souvenir de lui, puis je vibre avec lui. C'est ça, l'amour. Ah, mais tu pleures plus quand tu parles de lui? Ben non, on va dire, à un moment donné, tu sais, je pleure plus, non. Ça fait, je suis habitué, là, tu sais, mais tu l'aimes encore. Ah oui. L'aimes-tu plus? Ben cherchez ça, posez ça à ceux qui ont perdu quelqu'un, puis ils vont souvent vous dire, ma foi, oui. Mais tu souffres plus? Non. Alors, quand tu vas dans un salon mortuaire et que tout le monde pleure, et que toi, tu ne pleures pas, est-ce que c'est parce que tu l'aimes pas? Parce que tu n'as pas de cœur? Ou parce que tu as moins d'ego? On attache de l'importance. J'ai déjà eu un jeune, moi, à un moment donné, qui allait dans un party sur le coin de la rue, et puis à minuit et demi, il n'était pas rentré. Alors, ma femme, elle était un petit peu inquiète, elle fait qu'elle fait venir les policiers. Les policiers pénètrent dans la maison à 1h moins quart, et en même temps rentre mon fils. Parce que, ben oui, mais il s'était trompé de rue. Il fallait prendre le métro, puis c'était en tout cas au bout de la ville. Fait que c'était normal qu'il arrive plus tard. Et les policiers nous répondent, ben, après avoir rempli, vous savez comment ça fonctionne, c'est comme ça marche. Là. Une fois qu'ils ont tout rempli, que tout est signé, ils viennent de partir, là, le fils arrive. C'est toujours comme ça. Alors, il ne peut pas arriver avant, il faut que le travail soit tout fait. Alors là, les policiers, ben, nous regardent, puis disent, de toute façon, c'est 99% des fois, c'est ça qui arrive. On est habitué. Alors, ils s'en vont. Tout contents, parce que... Est-ce que c'était nécessaire de s'inquiéter? Un autre jour, je vais dans le métro et je sors une jeune fille de 17-18 ans. Mais là, sa mère ne s'inquiète pas. Parce qu'elle n'est pas au courant. Dans le métro, en dessous du deuxième wagon. Alors, dans un temps, une personne s'inquiète pour rien, dans l'autre temps, elle ne s'inquiète pas. Puis là, on va dire, mais elle devrait... Pourquoi? Aujourd'hui, si l'on lui parle de sa fille, elle va en parler. Elle va l'aimer. Mais elle ne souffrira plus. Parce que si, après ce nombre d'années, elle souffre encore, elle est sans doute morte, folle ou pas forte. Qu'est-ce qui est important dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme? Qu'est-ce qui est utile? L'éducation utile. Pourquoi? Répondez, vous allez trouver que c'est utile en maudit. Vous êtes vivant, premièrement, vous n'avez pas le choix. Alors, vous tirez une balle entre les deux yeux, ou dans la tête, vous suicidez, vous jetez devant le métro, n'importe quoi. Ça règle quoi? J'ai déjà rencontré un psychologue qui, soudainement, avait découvert que le monde était manipulé, mais charrié, puis charriable. Puis que le monde n'aimait pas. C'était de l'égoïsme. C'est ça, l'amour humain. Alors, il commence à m'expliquer ça. Alors, il a fait venir l'ambulance parce qu'il voulait se suicider, mais avant, il fallait qu'il dise à quelqu'un pourquoi il se suicidait. Parce qu'il avait découvert que l'homme n'aimait pas. Alors moi, je m'assois, puis je lui dis, ben oui, ben c'est évident que l'homme n'aime pas. Il ne s'attendait pas à ça, évidemment. Fait que là, il me regarde. Tu sais ça, toi? C'est évident que l'homme n'aime pas. L'homme, il aime pour lui. Ben oui, c'est sûr. Là, il me montre tous ses diplômes. Il me dit, ça fait 30 ans. Je viens de comprendre ça, tu sais ça. Je dis, oui, je sais ça. Là, on commence à jaser. Puis là, il dit, oui, mais je vais être bien mieux dans l'autre monde. Je dis, mais dans l'autre monde, y a-tu déjà été? Non. Ils t'attendent avec des battes. Tu penses avoir moins de problèmes que dans ce vie-ci, mais l'autre bord, c'est bien pire. Tu penses?
Tu sais, tu te suicides parce que tu es écœuré de ce monde. Mais de l'autre bord, il y a quoi? À part le concept idéologique qui a mieux, il y a quoi? Ah ben merde. Je sais pas. Si l'autre côté, c'est pire, faites bien à manger. Tu pourras pas remettre tout de suite. Puis si l'autre bord, tu te suicides pour aller pire, là, il est parti à brailler. Et puis on l'a amené à l'hôpital Saint-Luc. Et puis il voulait plus se suicider. Puis il voulait plus vivre. T'as pogné en maudit. Mais l'importance des choses, c'est aléatoire, c'est futile, c'est important jusqu'à temps que c'est plus important. À vous remarquer? Puis maudit qu'on met donc des énergies pour les énergiser, ces choses importantes alors qu'elles sont utiles. Vous brisez quelque chose, c'était utile. Est-ce encore utile? Oui? Procurez-vous un autre. Est-ce encore utile? Non! Mais maudit, chialez pas parce que c'est cassé. Mais regardez le nombre de choses sur lesquelles vous allez piétiner, critiquer, chialer, stresser, alors que ce n'est même plus utile, mais que c'est resté important. Observez bien. Vous rentrez dans une maison, vous allez fouiller dans ce qu'on appelle le locker, l'entrepôt, ou dans le garde-robe, où on rencontre un paquet de vieilles chemises ou de vieilles robes qu'on met plus, mais on le garde au cas. Bon. Dans le grenier, dans le locker, dans l'entrepôt, le paquet de choses auxquelles on attache de l'importance, mais qui ne sont plus utiles. Qui nous empêchent même de s'améliorer. D'avoir mieux. De se gréer de mieux. De nouveaux outils. De nouveaux outils qui seront utiles. Alors, moi et ma famille, on a toujours été là. Fait que là, on va encore là. Oui. Mais est-ce que c'est encore utile? Le fait d'exposer un mort 3 jours de temps ou etc. devant toute la famille pour énergiser quelque chose, qu'on va voir la semaine prochaine, de quelle façon on arrive à énergiser, à nourrir des forces qui aident à manipuler l'homme de façon à ce que l'homme saillisse, s'entretue, se viole, s'assassine, s'aime, se maudisse pour servir de nourriture. Alors, est-ce que ces choses-là sont encore utiles, outre qu'elles sont importantes? On va dire souvent, on va rire. Hein, ceux qui n'ont pas assez d'argent vont rire. De ces cortèges mortuaires de 8-9 chars avec 300 000 piastres de fleurs, on va rire. Oui, on va penser que le gars va être mieux à cause de tout ça. Mais quand quelqu'un de nos proches meurt, bon, on peut quand même pas y mettre des pissenlits sur sa couronne. Alors on rit de l'autre, mais on fait dans nos moyens la même chose. Mais est-ce que c'est utile? Il y a eu une utilité écologique au niveau des plans psychologiques de l'humanité. Mais est-ce que c'est encore utile? C'est important. Mais est-ce que c'est encore utile? Le travail, c'est utile. La santé, c'est utile. Si c'est important, c'est assez pour qu'on s'en rende malade. Si c'est utile, on s'en occupe. Mon marteau, il est important, je l'amène avec moi, il pleut à verse, il rouille, c'est pas grave, c'est important, je le chaîne de temps en temps, c'est important. Mais si le marteau est utile, ben là, il est utile, fait que je le sers dans son armoire. Il est automatiquement mieux là. Si, ils m'ont donné, il se passe de quoi après lorsqu'on conçoit l'utilité d'un marteau? Mais remarquez bien que la majorité d'entre vous ne concevez même pas l'utilité des outils. C'est une chose qu'on n'apprend jamais non plus à l'école ou dans notre éducation primaire. L'utilité des choses. On doit apprendre l'importance des choses, on doit attacher de l'importance à des choses, mais jamais on ne doit en voir l'utilité. Ma radio, c'est important, quand c'est important, là, il faut poubelle. Mais si j'en vois l'utilité, une utilité autre que celle de me faire plaisir, parce que c'est là qu'on attache de l'importance, parce que ça nous plaît, mais y a-t-il une utilité aux choses? Autrement dit, tout ce qui vous stresse, est-ce que c'est utile?
Sans doute que oui. Mais est-ce que c'est important? Ça va être important tant que ça va avoir comme travail d'énergiser votre ego, de vous sécuriser. Si ça vous sécurise, ça va être important. Mais est-ce que c'est utile d'être sécurisé? Ah ben oui, quand je me sens sécure, je peux faire plus. Mais si tu te sens pas sécure puis que tu sais que tu dois faire, tu le fais. C'est nécessaire d'être sécurisé. C'est nécessaire de demander la moitié des énergies de ceux avec qui l'on vit pour qu'ils nous sécurisent et de donner la moitié des nôtres pour qu'ils se sécurisent. Tu m'aimes-tu? Ben oui, je t'aime. T'es sûr que tu m'aimes? Ben oui, je t'aime. Ah, je t'aime fort, fort, fort. Puis là, on va être donc, knack, 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 3, 4 cadeaux, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah, je le sais que tu m'aimes. 2 jours après. Mais je sais plus si tu m'aimes. C'est ça. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? C'est toujours ça le problème. Puis on est stressé. Puis là, on se demande, puis là, on se pose des questions. Assez qu'on se crée un contrat de mariage pour confirmer qu'on s'aime. On se crée un contrat de travail pour confirmer qu'on travaillait là. On se crée un paquet de contrats alors il y a eu un temps où l'homme se servait de sa parole comme contrat. Ça fait longtemps, ça. Le peuple essénien, entre autres. Où la parole d'un Essénien était un contrat. Partout ailleurs, on écrivait, quand un Essénien donnait sa parole à n'importe qui, on n'écrivait pas. On donnait sa parole quand c'était utile. Si vous voulez lentement acquérir une santé morale, être en forme lorsque vous partez en vacances, la majorité d'entre les hommes vont en vacances pour se reposer. La majorité d'entre ceux-là ne se reposent pas. Ils auraient besoin de 6-7 mois pour se reposer. Même 1 mois, c'est court. 1 mois, on revient, on est reposé, mais 2 semaines après, on est aussi pire qu'avant le départ. 1 semaine, c'est des fois dangereux, parce qu'on vient pire. Qu'est-ce qui est important, puis qu'est-ce qui est utile? Faire le tri là-dedans. Et si on est capable de mentaliser suffisamment les choses importantes, de voir pourquoi, et de voir si ça serait faisable de poursuivre sa vie sans ces choses. Seriez-vous capable de vivre sans automobile? Ben oui. Ah, si vous, ouais, mais ça serait dur dans le début, puis après, dans le début, dans 20 ans, le début va être passé. Et ça serait-tu faisable? Oui. Allez-y comme ça. Est-ce que moi, je serais capable de vivre sans ceci? Et vous allez découvrir une légèreté dans votre vie. Parce que l'homme se demande, qu'est-ce que je pourrais bien acquérir de plus? Mais est-ce que je serais capable de vivre sans ceci? Et là, on va finir par éliminer des choses importantes qui, en fin de compte, ne sont pas importantes. Mais après ça, vous posez une autre question aussi importante. Est-ce intelligent que je conserve ceci? Y a-t-il une raison intelligente? Est-ce un outil qui peut m'être utile? Oui. Non. Non. Éliminer. Oui. Conserver. Mais conservez bien à l'idée que c'est un outil. Ça, c'est important. Est-ce important? Puis-je vivre sans ceci? Oui. Est-ce que je peux vivre sans mon micro? Oui. Est-ce que c'est utile que j'ai un micro? Oui. Donc, je conserve un micro. Est-ce que c'est utile de lumière? Oui. Puis-je vivre sans lumière? Oui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça serait totale obscurité. Si le monde veut le rester, bon, on continue pareil. Est-ce que c'est utile? Oui. Est-ce que c'est intelligent qu'on l'ait? Oui. Est-ce que c'est important? Non. Alors je m'en fous. Mais je m'en sers. D'une façon libre. Je ne peux pas être stressable. Si vous avez des questions sur l'importance ou sur n'importe quoi qui regarde la fatigue, écrivez-les. On va y répondre. Merci beaucoup, Daniel.
on s'accorde 30 minutes de pause.